Bactéries, virus, ces mots évoquent généralement des maladies, bien entendu, mais après cette capsule vidéo et la suivante, vous allez certainement changer d'avis. Les bactéries habitent notre planète Terre depuis plus de 3 milliards d'années. Elles se sont adaptées à tous les environnements, même les plus hostiles. Elles ont dû survivre face à un volcanisme intense, à une composition atmosphérique très différente de celle d'aujourd'hui. Dans les années 70, on a découvert leur présence au voisinage de fumeurs noirs, qui sont des sources hydrothermales sous-marines situées entre 500 et 5000 mètres sous les océans. Ils expulsent de l'eau à une température élevée de 350 degrés voire davantage et à un pH acide de 3. Donc elles vivent dans des conditions extrêmes. Nous qui sommes apparus bien après ces micro-organismes, nous constituons l'un de ces environnements d'accueil. Nous vivons donc en symbiose, c'est-à-dire en association, avec des milliards de bactéries totalement inoffensives et même bonnes pour notre santé. Par leur présence sur la peau, dans notre tube digestif et ailleurs, elles jouent un rôle dans l'élimination des organismes pathogènes, ceux qui entraînent des maladies. En effet, il existe entre eux une intense compétition pour toutes les ressources que leur offre notre corps. Si l'équilibre est rompu, des maladies apparaissent. L'ensemble de ces bactéries bénéfiques, longtemps appelées flore bactérienne, est aujourd'hui désigné sous le nom de microbiote. Et chaque individu a un microbiote unique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi s'est-on intéressé au microbiote ? Eh bien, depuis une cinquantaine d'années, on s'aperçoit que le nombre de maladies infectieuses chute du fait de l'amélioration des conditions d'hygiène et de l'apparition des antibiotiques. Mais on voit à l'inverse une forte augmentation des maladies comportementales comme la dépression et des maladies chroniques telles que l'asthme, la sclérose en plaques, le diabète, etc. De plus, on a remarqué que ces maladies ne sont pas réparties uniformément dans le monde. Elles sont concentrées dans les pays industrialisés. On voit aussi une nette augmentation de ces maladies dans les pays en émergence. Elles seraient dues à un changement de notre alimentation et des facteurs de l'environnement. Après des études, il s'est avéré que le microbiote y jouait un rôle très important. Dès notre naissance, les bactéries colonisent notre corps de la tête aux pieds. Certaines l'ont fait au cours de la vie fœtale, elles proviennent donc de la mère. Mais le microbiote du nouveau-né varie en fonction du mode de l'accouchement. Un enfant qui naît par césarienne acquiert principalement des bactéries de l'environnement, tandis que celui qui naît par voie naturelle va être colonisé par les bactéries intestinales et vaginales de sa mère. Le microbiote va aussi être influencé par le type d'alimentation du bébé. Le lait maternel va privilégier l'installation de certaines bactéries. Voyons maintenant les avantages de notre association. Mais avant d'entrer dans les détails, je tiens à préciser que certains points énoncés dans cette vidéo sont toujours en expérimentation. Dans ce cas, j'emploierai le conditionnel dans l'attente de preuves irréfutables. Notre tube digestif héberge 100 000 milliards de bactéries. Les bactéries sont peu nombreuses dans l'estomac et dans la partie haute de l'intestin, car elles sont détruites par l'acidité de certaines sécrétions digestives. Les bactéries de notre tube digestif nous sont utiles à plusieurs titres. Le microbiote communique avec le cerveau par les voies sanguines et nerveuses, donc influe sur notre comportement. Ces micro-organismes joueraient un rôle sur notre humeur. Les individus ayant un déficit de bactéries intestinales seraient sujets à des dépressions, à un mal-être. Il a été aussi montré qu'une souris n'ayant pas de microbiote intestinal avait tendance à s'isoler et à ne pas reconnaître ses congénères. Donc le microbiote agirait aussi sur nos liens sociaux. Le microbiote interviendrait dans le développement cérébral même avant la naissance.
Une femme enceinte qui prendrait des antibiotiques, qui, je vous le rappelle, tuent certaines bactéries, sur des longues périodes, pourrait augmenter le risque d'autisme chez son enfant. Les enfants nés par césarienne ou ayant reçu des antibiotiques très précocement ou de manière répétée ont un risque accru de développer des maladies à l'âge adulte. Le microbiote intestinal nous protégerait de certaines maladies, telles que le cancer du côlon, le diabète, l'obésité. Observons cette expérience de transfert de microbiote intestinal chez des souris. Dans les deux cas, les souris receveuses sont minces et ne possèdent pas de bactéries. Dans la première expérience, on leur transplante la flore intestinale de souris obèses. Elle devient obèse à son tour. L'inverse est vrai aussi. L'effet de ce transfert est temporaire. Dans la deuxième expérience, on lui injecte un microbiote venant de souris minces. Eh bien, elle reste mince. On peut donc en conclure que le microbiote est responsable du stockage de graisse. Les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire qui touchent notre système nerveux, tels que le cerveau, les nerfs, la moelle épinière, sont souvent associées à un déséquilibre du microbiote intestinal, comme chez les personnes touchées par la maladie de Parkinson. Le microbiote contribue à la synthèse de vitamines, telles que la vitamine B12, essentielle au renouvellement de nos cellules, au bon fonctionnement de nos cellules nerveuses, c'est-à-dire les neurones, et à la fabrication des globules rouges. Mais aussi la synthèse de la vitamine K, nécessaire à la coagulation du sang. D'autre part, les bactéries du côlon peuvent transformer un conservateur alimentaire, le benzoate, connu sous le nom de E211, en vitamine B8, qui contribue à la beauté des cheveux et de la peau. Le microbiote intestinal jouerait un grand rôle dans l'efficacité de notre système immunitaire. Sous la paroi de l'intestin grêle se trouve le plus grand système immunitaire. Les cellules qui le constituent sont en communication avec notre microbiote. Celui-ci est toléré par notre système immunitaire. Mais attention, lorsqu'un animal est dénué de microbiote, son système immunitaire est immature, donc ne fonctionne pas ou mal, car il possède peu de lymphocytes T et B, c'est-à-dire les cellules qui nous défendent contre les micro-organismes à l'origine des maladies. Comme vous le savez, de la bouche à l'intestin grêle, une armée d'enzymes contenues dans les sucs digestifs fragmente notre alimentation. Mais certaines matières ne peuvent être digérées. Alors, en bout de chaîne, les bactéries finissent le travail. Ainsi, les bactéries de notre gros intestin sont essentielles pour digérer certaines molécules comme la cellulose, un composant majeur de la paroi des végétaux. Sa digestion libère des acides gras qui seront réabsorbés par notre corps et serviront d'énergie à plusieurs organes. Début 2010, les chercheurs ont découvert que les Japonais digéraient mieux que les Occidentaux la porphyra, une algue qui est appelée au Japon la nori. Vous savez, celle qui entoure les petits rouleaux de riz et de poisson. En fait, la flore intestinale des Japonais comprend une bactérie dont nous sommes dépourvus. Dans la nature, cette bactérie marine utilise une enzyme, la porphyranase, pour digérer les algues dont elle se nourrit. Et on la retrouve dans l'intestin des Japonais. Bizarre, non? Par contre, nous ne savons pas vraiment comment expliquer le transfert de ces bactéries marines dans leur intestin. Quand on parle de micro-organismes, on doit penser aussi aux virus. L'homme et les virus sont liés depuis longtemps. En effet, il y a des millions d'années, les virus ont infecté les cellules reproductrices de nos ancêtres primates. Donc, notre ADN contient des gènes viraux. Au fil des générations, cet ADN viral est arrivé jusqu'à nous et représente 8% de notre génome, c'est-à-dire l'ensemble du matériel génétique. Il représente jusqu'à 10% chez la souris.
Voyons maintenant comment le virus a incorporé son ADN dans celui des cellules reproductrices. Dans la première étape, il s'est accolé à la membrane plasmique de la cellule. Puis, l'enveloppe virale a fusionné avec cette membrane, le contenu génétique a pénétré dans la cellule, puis a subi quelques transformations. Le génome viral s'est ensuite intégré dans celui des cellules infectées. Ainsi, toutes les cellules issues de ces cellules reproductrices portent l'ADN du virus. Certains gènes viraux peuvent s'exprimer et commander la synthèse de certaines protéines, comme celles qui sont responsables de la formation du placenta. Celui-ci assure les échanges entre la mère et l'enfant pendant toute la grossesse. Ces gènes ont peut-être contribué à l'apparition des mammifères placentaires, c'est-à-dire avec un placenta, il y a 100 millions d'années. Sans les virus, nous ne serions pas là. Pasteur se demandait si la vie était possible sans microbes. Il semblerait que non. En fait, le microbiote est tellement important que l'on peut vraiment, aujourd'hui, le considérer comme un organe à part entière. Le microbiote assure notre santé par sa présence et les produits qu'il fabrique. Il est capable d'interagir avec nos cellules et d'exercer de nombreuses fonctions. Alors protégeons notre microbiote, notre santé, en mangeant mieux, en évitant le stress et la sédentarité.